Chers amis, nous avons rendez-vous avec un grand témoin. Olivier de Scutter, qui est notre invité aujourd'hui, est rapporteur spécial des Nations Unies, à la fois sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Il a aussi, pendant 2 mandats, reçu la mission d'enquêter sur la faim dans le monde, et on le verra, le bilan est loin d'être enthousiasmant. C'est aussi un internationaliste de profession. Le droit international et les droits de l'homme lui sont chevillés au corps. Il a longtemps occupé des fonctions à la Fédération internationale aussi des droits de l'homme. Bref, voilà quelqu'un qui s'imposait dans le cadre de notre cher Henri Lafontaine. Bonjour Olivier de Scutter. Bonjour Eddy Kakelbergs. Alors, Henri Lafontaine tout d'abord. C'est à la fois un homme qui combat pour la paix, pour les droits humains, les droits de la femme en particulier et l'émancipation, mais c'est aussi un homme de son temps et de combat, sénateur socialiste, très engagé. Il va aller jusqu'à des grandes défenses de conviction. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore être partisan, c'est-à-dire engagé politiquement, et par ailleurs un grand témoin? Je crois que les valeurs que défendait Henri Lafontaine étaient des valeurs qui à l'époque n'étaient pas aussi universelles qu'elles le sont devenues depuis. Et les droits humains ont en fait émergé après la Seconde Guerre mondiale comme le nouvel horizon que la communauté internationale se fixait pour tirer au fond les conséquences de cette catastrophe inédite que la Seconde Guerre mondiale a constituée, qui a démarré avec des atteintes massives aux droits humains, notamment suite à l'assassinat des Juifs d'Europe. Et les droits humains se sont imposés alors comme les valeurs essentielles sur lesquelles le monde pouvait être reconstruit. Et aujourd'hui, je dois dire que 60 ans, plus de 60 ans après que ce nouvel ordre mondial ait été imaginé, on est dans une phase de régression, où les valeurs que défendait Henri Lafontaine sont remises en cause. Il faut de nouveau accepter que les droits humains sont au fond des valeurs militantes qui divisent, autour desquelles le consensus est moins réel que pendant les 60 années de l'âge d'or des droits humains, je dirais entre 1945 et le début du XXIe siècle. Si je posais également la question sous l'angle de la compatibilité ou incompatibilité entre le caractère partisan, engagement politique et grand témoin, c'est parce que on entend beaucoup de formations politiques étonnantes aux extrêmes, qu'elles soient aux extrêmes de la gauche ou aux extrêmes de la droite, s'emparer de notions comme la laïcité, mais aussi les droits de l'homme, les faisant leurs. Peut-on légitimement croire que Mme Le Pen, M. Orban, M. Kaczynski ou M. Mélenchon soient de grands adeptes des droits de l'homme quand on sait qui ils saluent sur la place internationale, de la Chine en passant par la Russie, le Venezuela et d'autres? Je vois que pendant longtemps, pendant l'essentiel du XXe siècle, la politique a été structurée autour de l'axe gauche-droite. Aujourd'hui, un nouvel axe structurant est en train de s'imposer. C'est entre les partisans d'un repli sur le territoire qui s'oppose à l'idée de la mondialisation et de l'intégration européenne. L'opposition entre Le Pen et Macron en France, je dirais, traduit cette nouvelle définition de l'axe structurant de la politique. Mais en fait, derrière ces oppositions, il y a une opposition plus fondamentale entre l'idée que le peuple est un, que la diversité est un problème, que les oppositions sont une menace, et l'idée, au contraire, que la diversité doit être valorisée, que la société est divisée par nature dans une vie démocratique qu'il faut entretenir et où le multiple ne doit pas être le problème, mais plutôt quelque chose qui doit nous stimuler à réfléchir davantage, à nous ouvrir davantage, à questionner davantage nos présupposés. Et de ce point de vue-là, je dirais que la démarche de Marine Le Pen qui prétend se présenter comme la représentante du peuple un n'est pas si différente de la démarche d'un Emmanuel Macron qui prétend, par-delà les
les groupes intermédiaires, par-delà les corps intermédiaires, représentaient au fond la France au départ d'une vision très technocratique quand même de la société qui voit l'opposition comme un problème, la division comme un problème. Moi, je suis partisan d'une politique qui valorise la différence, qui valorise le multiple, qui considère que les divisions au sein de la société sont une opportunité à saisir pour nous obliger à réfléchir davantage, à être plus nuancés et à remettre en cause en permanence ce que nous croyons être le bon chemin pour la société. Alors, dans le même temps, on voit que des phénomènes comme le phénomène woke, pour faire court, mais aussi les débats autour de la cancel culture, où l'on mêle le décolonialisme, l'écoféminisme, il y a beaucoup de paramètres que l'on résume sous ce mot, bref, font quand même l'éloge du particularisme par rapport à l'universalisme et demandent beaucoup de dérogations de droits particuliers pour des communautés. Est-ce que ça, c'est l'autre extrême du problème ? Vous savez, les revendications particularistes ou communautaristes se fondent toujours en définitive sur des valeurs qui sont partagées. C'est-à-dire que c'est au nom de la lutte contre les discriminations, du respect des différences, du respect des identités variées, qu'elles soient culturelles, religieuses ou autres, que l'on va revendiquer de pouvoir exprimer telle ou telle façon de s'habiller ou de se positionner dans la société. En d'autres mots, c'est parce que les droits humains sont une référence partagée que ces revendications sont audibles dans l'espace public. Et donc derrière ces revendications communautaristes, il y a en quelque sorte, je dirais, une invocation de valeurs universelles qui sont celles des droits humains. Les droits humains ne sont pas là pour imposer une sorte d'homogénéité, d'uniformité. Ils sont là pour arbitrer entre des positions, des modes de vie, des cultures qui peuvent être très différentes les unes des autres, mais qui doivent se reconnaître les unes les autres dans un esprit de tolérance et de pluralisme. On a souvent entendu que l'une des réponses à apporter aux grands défis du temps, mais aussi précisément à la négation des droits humains, c'est l'éducation, l'enseignement, la culture. Est-ce que cela se vérifie dans les faits? Si l'on veut prendre de manière contemporaine, la Hongrie n'est pas un pays non cultivé, la Pologne loin s'en faut, la Russie est loin de la caricature que l'on essaie parfois d'en faire, et si l'on regarde historiquement, l'Allemagne qui accepte la montée du nazisme est un des pays les plus cultivés qui soit, dont d'ailleurs l'étonnement est de constater que le pays de Goethe, le pays de tant de riches pensées, accepte intellectuellement la montée d'une pensée aussi barbare. Donc est-ce que la culture, l'enseignement, l'éducation sont de vraies réponses à ces dérives? Je crois qu'on peut dire que c'est une condition essentielle pour la construction d'une société tolérante qui valorise le pluralisme et accepte les différences, mais ce n'est pas un antidote contre le risque de populisme, de démagogie de certains politiques qui aujourd'hui mise sur le ressentiment. En fait, ce qui a permis la montée en puissance du nazisme, c'est surtout le souci de revanche suite à l'humiliation qu'a constitué le traité de Versailles qui a clos la Première Guerre mondiale, qui a conduit au désarmement de l'Allemagne et a imposé des pénalités extrêmement fortes, des réparations de guerre que l'Allemagne devait fournir. Et au fond, quand on écoute le discours que tiennent aujourd'hui des acteurs comme Xi Jinping, président de la Chine, ou Vladimir Poutine, c'est un discours fondé sur l'idée que trop longtemps, la Russie, la Chine ont été humiliées dans le concert des nations, doivent reconquérir leur place de grande puissance, et on joue là-dessus. On joue sur la nostalgie des empires que la Chine, la Russie avaient constitués, et qui ont été progressivement marginalisés. Donc il faut être attentif à cela. Il faut comprendre d'où vient le succès de ce populisme-là pour comprendre ce qui permet à ces dirigeants d'être populaires auprès de leur propre population
Et c'est au départ de cela qu'on peut aussi comprendre le positionnement qu'ils ont dans le jeu international. Si l'on prend encore deux paramètres, Olivier de Scutter, et il est évident que cette première partie de notre entretien s'adresse à l'homme engagé pour la cause des droits de l'homme que vous êtes, si l'on prend encore deux paramètres, le premier, c'est que beaucoup d'études d'Eurobaromètre démontrent qu'il y a progressivement, et singulièrement aussi chez les plus jeunes, une capacité à abdiquer des libertés au profit d'une certaine, alors les jeunes diront efficacité, les personnes plus seniors diront sécurité, d'une part. Et si l'on combine ça avec ce que les dernières enquêtes en France montrent, 70% des plus de 70 ans ont massivement été votés, 70% des 18-24 n'ont pas été votés. Qu'est-ce que ça nous dit des mois qui vont venir ? Oui, ce sont des chiffres tout à fait effrayants et qui en même temps ne sont pas étonnants. En fait, je crois que le militantisme des jeunes d'aujourd'hui est réel, mais que ce militantisme ne passe plus, comme par le passé, par les partis politiques, par les syndicats, ou même par le monde associatif organisé. Les jeunes d'aujourd'hui sont des faiseurs. Ils veulent participer au changement, mais non pas en déléguant à d'autres le pouvoir de penser et d'agir pour eux, non pas seulement en manifestant, mais en faisant des choses, en construisant des alternatives. Et je suis très frappé dans certains domaines comme l'alimentation, l'énergie, la mobilité, de voir que la jeune génération est beaucoup plus inventive que la nôtre. Ils font beaucoup plus, ils sont beaucoup mieux informés que nous ne l'étions à leur âge sur les réalités du monde, mais c'est vrai qu'ils ne font pas confiance, je dirais, aux organisations structurées pour les représenter. Et donc, il y a une désaffiliation par rapport au militantisme classique des années 70, 60, 70, 80, qui explique ce gouffre entre la représentation politique d'une part et ce que les jeunes attendent. Donc, comment répondre à ces attentes ? Je crois que l'État, les pouvoirs publics doivent faire davantage pour valoriser ces initiatives citoyennes portées notamment par la jeune génération. Les politiques doivent arrêter de croire qu'ils détiennent toutes les solutions. L'État doit se faire partenaire de ces innovations sociales et doit créer un cadre où, je dirais, cette sociodiversité peut s'épanouir. Cette sociodiversité, c'est la recherche de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières de s'alimenter, de se déplacer, de se chauffer et même d'être solidaires les uns des autres. Et je crois que l'État doit être peut-être plus modeste, ne pas vouloir tout diriger, tout régenter, mais faire place à ces initiatives en créant les espaces de liberté que ces initiatives peuvent alors occuper. Parce que le mot efficacité, ou efficacité présumée, ou ressentie, ou évaluée comme telle, ne rime pas forcément avec démocratie. L'efficacité serait une décision rapide, la rapidité ne tient pas forcément compte de l'élaboration du débat et du respect des paroles alternatives. L'efficacité, c'est tais-toi, j'ai la solution. Et pourtant, on prône beaucoup ce mot « soyez efficaces ». C'est tout à fait vrai, et c'est le nouveau totalitarisme au fond, aujourd'hui. C'est l'idée que toute la réalité sociale doit être scannée pour identifier là où la productivité peut être améliorée, là où les gains d'efficience économique peuvent être faits. Au nom de cela, l'on rationalise un processus de production en accentuant la division du travail, y compris international, entre régions, et on a des longues chaînes d'approvisionnement qui expliquent la très grande influence des grandes sociétés transnationales. Ça, on l'a vu pendant le Covid. On a vu pendant le Covid et on le voit pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. C'est la recherche de cette efficacité au nom d'une certaine vision je dirais, de ce que c'est que le progrès assimilé à la croissance économique. C'est cela qui nous obsède et qui a conduit à favoriser la montée en puissance de ces grandes entreprises qui sont les championnes des économies d'échelle et de ces gains d'efficience. Et je crois qu'il faut autre chose aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'il y a un équilibre à trouver entre recherche de l'efficience, de l'efficacité d'une part, résilience d'autre part. Et la résilience, c'est la diversité, c'est l'expérimentation locale, c'est le droit à l'erreur dans les expériences que l'on conduit, et c'est l'encouragement à la diversité de la manière d'organiser, par exemple, les circuits de production et de distribution. Et on le voit en matière d'énergie, en matière d'alimentation, par exemple, combien on est à la recherche d'autres recettes qui sont peut-être moins efficientes à court terme, mais qui sont une garantie
de résilience à moyen terme face au choc grâce à la diversité qui s'entretient et grâce à la recherche permanente de solutions nouvelles que cela permet d'encourager. Alors précisément, alimentation. Je le signalais évidemment en sommaire, vous avez été en charge de ce rapport pour les Nations Unies sur la faim dans le monde, donc forcément sur les déficits de l'alimentation. Les paradoxes sont nombreux. Il n'est pas vrai que la Terre ne produit pas assez pour nourrir sa population, mais manifestement une trop grosse partie encore a faim et ça ne s'arrange pas. On voit ici que le fait d'empêcher l'exportation des céréales ukrainiennes sont devenues une tactique de guerre pour jouer sur la famine mondiale et la pression que ça peut fournir. La faim dans le monde, l'abolir cette faim, c'est un rêve. En tout cas, il faut arrêter de croire que la question de la faim dans le monde est une question technique qui suppose simplement qu'on fasse appel aux meilleurs agronomes pour développer les meilleures plantes et les meilleures combinaisons d'intrants pour produire plus. On n'a jamais cessé de produire davantage que ce que la croissance démographique exigeait. Et pourtant, on échoue à éradiquer la faim. Et je dirais même que la faim est un problème qu'on avait cru pouvoir traiter jusqu'il y a une dizaine d'années. Et puis, elle augmente depuis une dizaine d'années, notamment en raison de la persistance de conflits et les ruptures climatiques. Donc, la faim est une question qui n'est pas seulement technique, c'est une question aussi profondément politique qui suppose, et c'est ça mon combat d'aujourd'hui, qu'on renforce la protection sociale, parce qu'aujourd'hui, si les gens ont faim, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez dans les greniers à blé ou que les récoltes sont insuffisantes, c'est parce que le pouvoir d'achat des populations marginalisées n'est pas suffisant pour leur permettre de faire face aux prix qui sont pratiqués sur les marchés. Donc, renforçons dans les pays riches les salaires minima, renforçons la protection sociale, universalisons la protection sociale pour qu'elle puisse bénéficier à tous et à toutes. Et c'est ça la manière de se protéger de la faim. Ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. C'est une question de reconnaissance du droit des personnes en pauvreté à être davantage soutenues par des politiques publiques qui leur permettent de faire face à la hausse des prix qu'on connaît par exemple aujourd'hui. Vous n'êtes pas le premier qui avait tiré les sonnettes d'alarme dans le domaine. Hein. Votre prédécesseur Jean Ziegler avait lui aussi, avec la verve qu'on lui connaît et la punchline qu'il défend, essayé de le faire. Mais est-ce que le problème n'est pas aussi dans une forme de saucissonnage? Après tout, on vous nomme d'abord, on vous donne des mandats pour lutter contre la faim dans le monde ou faire rapport sur le souci de la faim dans le monde. Et aujourd'hui, on vous nomme sur un mandat sur la pauvreté et les droits humains, comme si d'ailleurs ces choses n'étaient pas intimement liées. Alors vous les liez, mais est-ce que l'autorité onusienne, dans son saucissonnage, n'est pas occupée à se trouver des alibis? Alors ce qui est tout à fait clair à mes yeux, c'est que pour progresser vers l'éradication de la faim dans le monde et l'éradication de la pauvreté, il faut des politiques qui soient à la fois des politiques orientées vers le renforcement de la protection sociale, des salaires minima, des politiques sociales donc, mais aussi des politiques territoriales qui permettent de relier santé, agriculture, environnement, et évidemment emploi et protection sociale. Mais jusqu'à présent, les politiques qu'on a suivies sont des politiques sectorielles. On n'a pas des politiques qui sont suffisamment territoriales et qui relient ces questions les unes aux autres à l'échelle d'un territoire donné. Donc je crois qu'il y a un problème de gouvernance dans nos sociétés, c'est qu'on n'a pas suffisamment une approche territoriale des choses qui permettent à des territoires de faire leur mue vers des sociétés plus durables, résilientes et inclusives, et qu'on a des politiques sectorielles qui parfois, effectivement, avancent en silo. La politique européenne est typique. On a une politique agricole commune qui donne des subventions importantes aux agriculteurs, aux agricultrices, sans lesquelles la plupart des exploitations agricoles disparaîtraient du jour au lendemain. Mais cette politique agricole, elle mine la santé, elle mine l'environnement, elle ne permet pas, en fait, aux personnes en pauvreté de se nourrir décemment, même si elle contribue à subventionner la production, ce n'est pas une réponse à l'incapacité de se nourrir bien pour les populations les plus pauvres. Et donc, on a une politique agricole qui est détachée des préoccupations de santé, d'environnement et des préoccupations sociales. Et donc, l'Union européenne symbolise un peu ce déficit, même si l'Union européenne, avec le Green Deal, le pacte vert
stratégie alimentaire de la ferme à la table annoncée en mai 2020 a tenté d'avoir une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus cohérente à travers ces différentes politiques sectorielles. Si je ramène toujours tout aux Nations Unies, c'est évidemment parce que vous en avez les mandats. Les Nations Unies, De Gaulle disait le grand machin, le machin. Il n'y croyait donc pas vraiment, même s'il se battait pour que la France y ait évidemment, où il conserve ce poste clé au Conseil de sécurité. Mais quand on voit aujourd'hui que le fait d'utiliser la faim, M. Poutine ne s'en cache quasiment pas, puisqu'il dit on peut exporter les céréales, mais il les exporte au mieux vers la Syrie et vers les pays qui lui sont amis, j'entends les céréales ukrainiennes qu'il kidnappe dans les ports. Mais il sait qu'il affame l'Égypte, le Maghreb et d'autres, et il compte sur des révoltes là. Utiliser la faim comme arme, la famine comme arme, devrait être un crime au minimum de guerre, voire plus. Mais je n'ai pas encore entendu, à l'heure où nous parlons, le secrétaire général des Nations Unies se poser publiquement la question. Oui, c'est compliqué, parce que en fait, sur les quelques 750 millions de tonnes de blé qu'on produit dans le monde annuellement, c'est aujourd'hui 25 millions qui sont bloqués dans les ports de la mer Noire et dont l'exportation est empêchée par le conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis le 24 février. Et la Russie, sur ces 750 millions de tonnes, détient à peu près 100 millions de tonnes. Alors, c'est vrai que c'est important, mais en même temps, la hausse des prix exorbitante sur les marchés tient aussi notamment à la spéculation d'acteurs privés qui parient sur une hausse continue des prix pour retarder les ventes, spéculant à la hausse et provoquant en réalité par une sorte de prophétie autoréalisatrice la hausse des prix qu'ils disent redouter. Et donc, certes, il faut s'inquiéter de la manière dont la Russie, l'Ukraine ne peuvent pas exporter le blé dans les volumes auxquels on s'était habitué par le passé, mais ça n'explique pas la totalité de la hausse des prix. Et cette hausse, elle a aussi sa source dans des comportements d'acteurs privés, les fonds d'investissement qui misent sur cette augmentation continue des prix, les grands traders de céréales. Il ne faut pas oublier que 5 grandes entreprises contrôlent 80% du commerce des céréales dans le monde. Et donc cette concentration du pouvoir économique est à mes yeux aussi un problème qu'il faut pouvoir traiter. En vous écoutant, Olivier de Scutter, je me suis dit, c'est fou. En fait, la presse ne cesse, spécialisée ou généraliste, de commenter quasiment au jour le jour la bourse à Wall Street, le CAC 40, le Bel 20 et autres, les variations monétaires, mais ne parle ou n'affiche quasiment jamais les taux spéculatifs sur les denrées alimentaires et sur les 5 grands groupes en question. On parle des GAFAM, mais ces 5-là, qui ne sont pas exactement les GAFAM, même s'il y a parfois des liens incestueux entre les deux, ces 5 groupes-là passent sous la ligne de flottaison. Oui, oui. On parle des ABCD, on peut les nommer, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. C'est les 4 grands traders de céréales qui, effectivement, contrôlent l'essentiel du marché. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'à la suite de la crise des prix alimentaires de 2008, on avait mis sur pied un système qui s'appelle AMIS, système d'information sur les marchés agricoles, à l'initiative de la France, qui présidait le G20 en 2011, qui visait à donner une information complète sur la qualité des récoltes, sur l'état des réserves, pour rassurer les marchés. Et les gouvernements contribuent des informations à ce système qui est censé éviter la spéculation en créant de la confiance. Eh bien, de manière étonnante à mes yeux, les traders privés ne contribuent pas à ce système. Ce sont les gouvernements qui fournissent ces informations, mais on ne sait pas quelles sont les réserves que détient par exemple Cargill ou que détient Bunge, 2 grands traders de céréales, alors que cette information permettrait de calmer les marchés, de réduire le risque de spéculation. Et donc, ces grands acteurs ne jouent pas le jeu et, de manière encore plus étonnante, ne sont pas forcés de jouer le jeu aujourd'hui de la transparence. Les gouvernements, là, je crois, échouent à discipliner les marchés et à faire ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour limiter le risque de spéculation. Oui, parce qu'on les voit très prompts, ou relativement prompts, à s'en prendre au côté titanesque de certains de ces GAFAM. On réfléchit à leur imposer de se diviser ou de se subdiviser pour éviter la surconcentration. On leur inflige des amendes, en tout cas sur papier, assez colossales. Mais sur celle-là, que font les États ?
C'est vrai que c'est une question qui est malheureusement un peu en dessous des radars et je ne peux pas l'expliquer autrement que par la puissance économique de ces entreprises, à la fois qui sont les seules à avoir la logistique à l'échelle mondiale, permettant de relier les producteurs aux consommateurs de différents coins du monde. Et donc, on veut les laisser travailler par crainte que personne d'autre ne puisse offrir ces mêmes services. On est donc devenu très dépendant à l'égard de ces fournisseurs de services, en réalité. Et l'autre explication, c'est le pouvoir politique qui est celui de ces grandes entreprises, qui traduisent en pouvoir politique leur domination économique. En fait, ce que de plus en plus d'acteurs constatent aujourd'hui, d'observateurs constatent aujourd'hui, c'est que la politique est de plus en plus l'otage de ces grands groupes transnationaux et que la démocratie est menacée non pas seulement par l'abstention électorale et par la montée des extrêmes et par les populismes, mais aussi et surtout par le rôle de l'argent politique. Et l'argent politique, c'est ces grandes entreprises qui traduisent leur domination économique en influence politique et qui donc peuvent influencer le système politique pour renforcer encore leur position économique et ça devient un cercle vicieux extrêmement problématique à briser. Oui, parce qu'en vous entendant, je me dis, on parle, sans doute à juste titre, du côté prédateur du système des nouvelles routes de la soie chinoises, notamment en Afrique, qui accapare plus ou moins à des prix bradés des terres agricoles au profit de la Chine. On parle évidemment aussi, et sans doute faut-il le faire, du caractère prédateur d'un groupe comme celui de M. Bolloré qui accapare là lui aussi des pans entiers de la légitimité des États africains pour régenter le tout lui-même. Mais il semble être un peu cacahuète à côté de la taille des groupes dont vous me parlez. Oui, alors c'est compliqué parce qu'évidemment la Chine a des ambitions géopolitiques qui ne sont pas comparables à celles d'acteurs privés. Mais ce qui est très clair, c'est que une telle concentration de pouvoir économique sur les marchés agricoles est extrêmement problématique. Et aujourd'hui, nous en payons le prix parce que ces grands acteurs, au fond, dictent au marché la hausse des prix à laquelle nous assistons. En pariant à la hausse, si vous voulez, on envoie des signaux aux opérateurs sur les marchés qu'il vaut mieux retarder les ventes, qu'il faut stocker parce que les prix vont monter. Et donc, quand on a des grands acteurs comme ça qui parient à la hausse, cela a un effet de prophétie autorisatrice. C'est-à-dire que ça crée une bulle spéculative qui n'a plus rien à voir avec la loi de l'offre et la demande, avec la qualité des récoltes ou le niveau des stocks d'une part et l'évolution de la demande. La volatilité des prix et la hausse des prix récentes tient à ce phénomène spéculatif. Et c'est vrai que c'est un phénomène difficile à expliquer et à comprendre, et donc c'est difficile d'avoir un débat démocratique autour de la spéculation, mais c'est un phénomène qui a un rôle tout à fait décisif aujourd'hui sur les marchés de l'énergie comme sur les marchés alimentaires. Alors vous le savez, maintenant depuis le temps qu'on vous en parle et que vous nous suivez, Henri Lafontaine avait dans son système international imaginé un système d'arbitrage. C'était un homme qui croyait profondément à l'arbitrage entre les nations. Est-ce que cette notion-là a failli déjà à son époque? Ça semble évident, il en était lui-même très marri. L'échec de la Société des Nations, la montée vers la Seconde Guerre mondiale l'ont conduit à beaucoup de dépit à cet égard. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore simplement imaginer de l'arbitrage, surtout quand de grandes fonctions régaliennes comme celles que nous venons d'évoquer ne sont plus aux mains des États? Alors, on a évidemment la Cour internationale de justice qui joue un rôle pacificateur, notamment dans des conflits territoriaux, qui est extrêmement important. Et la Cour internationale de justice est une des grandes innovations des Nations Unies. Ça a commencé évidemment avec la Société des Nations et qui avait sa propre juridiction, la Cour permanente de justice internationale. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'autorité de ces juridictions est mise en cause de manière parfois frontale. Même des juridictions qu'on pouvait croire à l'abri de cela, comme la Cour européenne des droits de l'homme, de manière très explicite, reçoivent je dirais, une fin de non-recevoir de la part d'États importants, influents, comme la Turquie,
comme la Russie, jusqu'à ce que la Russie quitte le Conseil de l'Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, ce qui est menacé aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler l'état de droit international. On parle souvent de l'état de droit au plan interne, mais l'état de droit international, c'est quoi? C'est le fait que l'on attend des nations qu'elles se comportent selon un certain corps de règles, dont la surveillance est confiée à une juridiction indépendante, la Cour internationale de justice à notre époque, et que les États se conforment aux arrêts ou aux avis de ces juridictions. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une phase de régression où l'état de droit international n'a plus du tout la force qu'il avait il y a encore 15 ou 20 ans. Et malheureusement, c'est cela le rôle très pervers que la Russie notamment a joué au cours des dernières années en minant l'état de droit international. Et les relations internationales, du coup, deviennent un rapport de force, simplement, entre les nations qui cherchent à se déstabiliser les unes les autres et à augmenter leur influence par des moyens qui sortent du droit. Et c'est, je crois, une phase de régression à laquelle on assiste aujourd'hui. Dans le même temps, on a vu combien un organe comme la Cour internationale de justice ou comme les cours spéciales qui ont été dédiées à certains conflits ont été dénoncés, notamment par un certain nombre de pays africains, alors singulièrement aussi par quelques autocrates, mais qui disaient « vous ne vous en prenez qu'à nous ». Dans le reste du monde, cette puissance supposée de la Cour internationale de justice, même dans les pays qui ont ratifié, semble bien faible en termes de volonté d'action. Oui. Non, on peut comprendre cette perception. Maintenant, il faut rappeler que la justice pénale internationale entre les mains de la Cour pénale internationale, créée par le statut de Rome en 1998, est une justice subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle n'intervient que si les États où les crimes allégués ont eu lieu ne peuvent pas eux-mêmes poursuivre les auteurs de ces crimes et rendre la justice. Et donc, forcément, se présentent à la Cour pénale internationale surtout les acteurs dans des territoires qui sont mal gouvernés, où l'État n'arrive pas à imposer son autorité, où les juridictions ne peuvent pas être crédibles. Et donc c'est forcément plus le cas dans des pays où des problèmes de gouvernance sont importants ou qui sont traversés de conflits. Donc je comprends cette perception, mais c'est simplement la traduction du fait, enfin c'est en partie la traduction du fait que dans certains États, la justice fonctionne mieux qu'ailleurs et donc la justice pénale internationale est moins indispensable qu'ailleurs. Cour européenne, Cour internationale de justice, Cour pénale internationale, voilà des organes. On en voit l'action, on en voit les limites. Nations Unies, Conseil de sécurité, on en a parlé, on en voit les limites. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit s'imaginer un jour la disparition, le sabordage ou tout simplement l'obsolescence programmée d'un organe général comme les Nations Unies, comme la Société des Nations a pu faillir à un moment donné? Je crois que le risque ne peut pas être exclu. Il est malheureusement beaucoup d'acteurs du système constatent un écart croissant entre la réalité du terrain et des rapports de force qui se nouent entre les pays d'une part et le discours que l'on tient aux Nations Unies d'autre part. Et c'est la raison pour laquelle ce discours est important paradoxalement. Parce que même les États qui violent aujourd'hui les droits humains, qui par exemple méprisent, violent de manière massive les droits des populations ouïghours dans le Xinjiang chinois, etc., sont des États qui, grâce aux droits humains, doivent au moins s'en justifier. Donc c'est vrai qu'on a un écart considérable entre les atteintes aux droits humains qui sont commises sur le terrain et le discours que l'on tient, mais au moins ce discours oblige la Chine, par exemple, à se justifier. Et la Chine est très active pour essayer de justifier ce qu'elle fait au Xinjiang et dénoncer comme de la propagande anti-chinoise les personnes qui dénoncent ces atteintes aux droits de l'homme. Donc, les choses sont fragiles et je ne peux pas exclure malheureusement que la légitimité des Nations Unies soit davantage remise en cause. Elle a été gravement mise en cause par l'agression que l'Ukraine a subie, comme elle a été mise en cause par l'agression que l'Irak a subie en 2003, là encore en contournant le Conseil de sécurité des Nations Unies sans un mandat de la communauté internationale. Et donc, c'est d'autant plus important que les partisans du maintien des Nations Unies soutiennent celle-ci, que cette organisation traverse une période de crise. La crise la plus importante, sans doute, depuis 2003 et l'invasion de l'Irak. Parce que ce qui permet encore d'attendre, d'exiger et d'observer de la part de Pékin
cette volonté de se justifier vient aussi du fait que la Chine est intimement mêlée, intriquée dans le système mondial, est aussi dépendante pour ses investissements, pour son développement du commerce mondial. Manifestement, Moscou résiste autrement. Les atteintes aux droits de l'homme sont multiples, les crimes de guerre sont avérés quasiment quotidiennement, des notions de crimes contre l'humanité, probablement à travers les viols qui sont maintenant assez documentés sur le terrain ukrainien, systématiques, pourront probablement déboucher sur des procédures de cette nature, mais il semble bien qu'à Moscou, on s'en moque. Oui, c'est vrai. Ces deux pays sont des pays à l'égard desquels on est très très dépendant, et c'est sans doute ce qui explique le sentiment d'impunité qui habite les dirigeants de ces pays. Nous dépendons fortement, il faut le reconnaître, de la Russie pour le gaz, le pétrole, les phosphates, indispensables à l'agriculture industrielle, et nous dépendons évidemment de la Chine pour toute une série de métaux rares, mais aussi parce que c'est un marché d'exportation extrêmement important et un partenaire commercial extrêmement important qui explique qu'on arrive à se fournir à bas prix au départ de l'exploitation au fond de la main-d'œuvre chinoise. Donc les interdépendances sont telles qu'on ne peut pas prendre le risque de se couper d'un État aussi important que la Russie et la Chine, ce qui limite notre capacité à imposer des sanctions économiques et donc la crédibilité de notre parole quand nous défendons les droits de l'homme contre ces États. Que vaut cette parole si elle ne s'accompagne pas de sanctions économiques? Et comment imaginer des sanctions économiques contre des États comme la Russie, la Chine, dont on est aussi étroitement dépendant? C'est cela que le conflit ukrainien révèle. C'est aussi la difficulté que nous avons à nous passer du pétrole, du gaz, des phosphates venus de Russie. On cherche des alternatives, mais ça ne s'improvise pas. Il ne faut pas... On ne réinvente pas un système en 4 ou 6 semaines. Et donc, c'est au fond cette prise de conscience de ces dépendances que le conflit ukrainien a amené. Alors, on ne peut pas non plus clore cet entretien sans revenir à un des autres piliers que Henri Lafontaine mettait en avant et que nous avons, en termes de fondation, republié il y a peu, à savoir ce que l'on appelait encore à l'époque, bien sûr, le collectif, le collectivisme, la solidarité, on va le dire autrement. Lorsque, dans le cadre de la remise du prix Henri Lafontaine, nous avions entamé présentation et débat autour de ce livre, Olivier de Scutter, vous aviez marqué un intérêt croissant, vous nous demandiez d'ailleurs de marquer un intérêt croissant pour cette notion qui se rapproche, somme toute aussi, de ce que lui appelait autrement les communs, les commons. À mes yeux, c'est vraiment un apport fondamental, doctrinal, de Henri Lafontaine, qui redevient d'actualité aujourd'hui. Au fond, qu'a-t-on vu? C'est depuis un siècle, pendant tout le XXe siècle, une marginalisation de cette idée des communs au profit d'une sorte de duopole entre l'État et le marché, le public et le privé. La question qui opposait la gauche et la droite, c'est combien de public, combien de privé, quel rôle pour le marché, quel rôle pour le régulateur étatique et pour les entreprises publiques. Et au fond, les communs ont été marginalisés. Or, c'est quoi les communs? C'est la gestion démocratique de ressources qui sont censées répondre à des besoins essentiels en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité, d'infrastructures, d'hôpital, etc., de soins de santé, à travers une gouvernance qui n'est pas celle bureaucratisée de l'État, mais qui n'est pas non plus celle privatisée des entreprises à la recherche du profit, mais une gouvernance dans l'intérêt général. Et quand on parle de la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire, c'est les communs. Quand on parle de la gestion de jardins potagers collectifs urbains, c'est les communs. Quand on parle de l'introduction de la démocratie dans les entreprises avec un rôle plus grand des travailleurs et travailleuses dans la gestion de l'entreprise, c'est les communs dont on parle. Et donc c'est l'idée qu'on doit sortir de ce duopole qui est caractéristique du XXe siècle et qui a au fond marginalisé la capacité pour les communautés d'utilisateurs elles-mêmes de gérer les ressources dont ces utilisateurs dépendent. Et moi, je suis vraiment redevable à Henri Lafontaine pour cette idée qui était audible au début du XXe siècle, tout juste, et puis qui a été complètement marginalisée pendant un siècle et qui ressurgit aujourd'hui, parce qu'on a vu les limites de la privatisation, mais aussi les limites d'une gestion centralisée par l'État qui écarte toute opposition au nom d'une gestion technocratique des affaires publiques. Oui, c'est assez paradoxal quand même ces dernières années, lorsque l'on évoque ces notions,
on peut assez vite se faire traiter, parce qu'on se fait traiter sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de gauchiste, alors que l'extrême gauche à l'époque d'un Henri Lafontaine social-démocrate était bien loin de ces notions-là. On était dans l'autoritarisme organisé, l'étatisme kolkhozien, et la droite le raillait, et le raille peut-être encore trop. Ouais. Il y a besoin d'un retour en grâce politique quand même de cette notion. On a peut-être trop misé sur l'État, on a peut-être trop cru en votant pour des représentants qui, au nom de l'intérêt général que l'État promeut, prennent des décisions à notre place, on pouvait trouver une certaine garantie de gestion démocratique et s'assurer qu'on garde le cap de l'intérêt général. On se rend compte aujourd'hui que les gens ne s'en satisfont plus. On ne peut plus aujourd'hui réduire la démocratie au rituel de l'élection tous les 4, 5 ou 6 ans. Les gens veulent faire davantage, ils sont beaucoup mieux informés qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Le niveau d'éducation a augmenté, donc les gens ne sont plus prêts à se laisser dicter tout ce qu'il faut penser et faire par l'État. Et je crois que le temps des communs est arrivé parce qu'il y a cette jeune génération qui veut faire les choses et qui ne veut plus simplement confier à d'autres le soin de faire les choses pour eux. Vous avez confiance? Mais en tout cas, je vois cet appétit de changement de la jeune génération qui comprend que le temps est compté pour opérer les changements d'ampleur que la situation écologique et économique appelle. Et j'ai confiance dans le fait que si on crée les espaces où les initiatives peuvent s'exprimer, cette jeune génération est prête à prendre ses responsabilités. J'ai confiance dans cela absolument. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous soumettre pour témoigner, mais voilà, je pense que nous avons déjà beaucoup de matière à réfléchir sur des mots, collectif, commun, jeunesse, participation. Bien, ok, réfléchissons-y profondément et puis passons à l'action. On se retrouvera dans quelques temps pour refaire le point. Merci Olivier de Scutter. Avec grand plaisir, merci à vous.